Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 31 août 2025. Aujourd'hui, c'est un Web Journal un peu dark, Alexis. On s'en excuse, mais il faut faire ça une fois de temps en temps. C'est du bien et du... tu sais, c'est un Web Journal, c'est comme un film. On va passer par la gamme des émotions. Et donnez-moi un pouce en haut pour le son, l'image. Et donc, on va parler beaucoup de santé et d'immigration, en fait. Il se passe des choses incroyables en santé et je pense, quand je vois tout ce que RFK fait en santé, c'est honnêtement, je l'ai déjà dit en ondes d'ailleurs, ce gars-là est vraiment mon héros. Ben, je veux dire, mon héros, il surpasse mes attentes et je l'ai déjà dit, hein, je le prendrais comme président immédiatement après Trump. Donc, il surprend avec tout ce qui se passe récemment. Il y a comme juste cette semaine, il y a comme plein de nouvelles en santé. On va faire ça. Il est en train, c'est ce que j'ai appelé le Waterloo de l'establishment médical. On n'aura jamais, en un siècle, depuis que les Rockefeller ont commencé à s'impliquer dans la santé et puis les médicaments et tout, au début du 20e siècle, on n'aura jamais vu un retournement comme celui qu'on voit en santé présentement. Et j'ai toujours cette pensée pour... je suis nerveux. J'ai toujours cette pensée pour ceux qui ont dénigré RFK dans les premiers mois de son arrivée sur place, parce qu'il n'avait pas interdit immédiatement la première semaine les vaccins ARN. Vous comprenez? Et là, il avait trahi et c'était... on va voir un peu le combat administratif qu'il mène pour la santé des Américains. Donc, j'ai un segment là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé dans les questions, les commentaires, en messages privés, etc., de parler de suppléments, de trucs que je prends, des trucs comme ça. Étant donné qu'on fait un spécial sur RFK, je vais avoir une petite section où est-ce que je parle. Je vais parler je vais peut-être comme introduire ça. Donc, il va y avoir un segment sur... on va focuser plus sur l'énergie cellulaire, l'énergie générale. Puis après ça, on fera peut-être d'autres segments sur d'autres choses. On fera peut-être... bon, en tout cas. Et après ça, on va parler d'immigration parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a l'image de cette jeune fille qui a fait le tour du monde, qui devait se défendre seule contre des migrants qui essayaient de l'agresser, elle et ses sœurs. Et elle a sorti des armes. On est rendu là en Angleterre. On est rendu au point où les jeunes filles de 13 ans doivent porter sur elles des armes pour se défendre parce qu'il y a une épidémie de viol. Ce sont des centaines de milliers de jeunes filles qui se font violer en Angleterre. C'est des chiffres qui sont sortis au Parlement. C'est des chiffres qui sont comme vérifiables. Et c'est comme ça par tous les crimes. On en a parlé à plusieurs reprises à Radio-Québec. On en a parlé l'été dernier lorsqu'il y avait les émeutes en Angleterre contre... ces trois jeunes filles qui ont été poignardées à mort. Il y avait eu des émeutes énormes et le gouvernement anglais incarcérait les gens qui faisaient des posts Facebook au lieu d'aller à la racine du problème. Ils ne réduisent pas l'immigration. Et là, ça n'arrête pas d'augmenter, c'est-à-dire qu'on s'en va vers une espèce de clash, un clash des civilisations, puisque nos gouvernements ont décidé de mélanger au sein d'un même territoire législatif plusieurs civilisations incompatibles. Et si à un moment donné, il y a eu cette possibilité le rêve un peu soralien d'égalité et de réconciliation, ça aurait été possible. C'est peut-être toujours possible, mais c'est possible à partir du moment où on arrête l'immigration. Est-ce qu'on arrive à un degré d'immigration zéro? Et à partir de ce moment-là, on peut se parler et puis arriver à de l'égalité et réconciliation. Mais si les portes continuent à être ouvertes et si on continue à subir un déluge migratoire, là, on s'en va vers autre chose complètement. On s'en va vers, des révoltes. Et là, en Angleterre, il y a plein de révoltes. Ça continue les marches contre l'immigration. Le leader populaire, Tommy Robinson, tient un gigantesque rallye le 13 septembre justement contre l'immigration de masse. L'Angleterre se mobilise, c'est pas juste l'Angleterre, c'est l'Australie aussi qui se mobilise. Au Québec, on a un problème de prière de rue devant la basilique Notre-Dame à Montréal. Ils vont s'installer juste devant la plus grosse église de Montréal, puis font leur prière de rue sur place. Et donc, là maintenant, il y a des contre-manifestants, des nationalistes québécois qui vont sur place. Et ça a remonté jusqu'au gouvernement. Et
tout ça coïncide, c'est-à-dire le gouvernement Legault dit on va peut-être bannir les prières de rue, point. Et puis aussi, ça coïncide avec la sortie du livret sur la laïcité. Mais tout ça, on doit voir encore une fois, c'est quoi, il y a encore une fois anguille sous roche, et on va regarder ça à Radio-Québec, on va regarder qu'est-ce que ça, de quoi ça retourne, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça implique et tout ça. Donc, santé et immigration, surtout, dans les autres nouvelles, il y a George Soros qui a été pointé du doigt par Donald Trump. George Soros qui est responsable en grande partie de ces... On en a parlé dans le web journal Alligator Alcatraz, qui est en partie, qui a, dès le début des années 90, formulé la théorie de la société ouverte et sommé ou a comme suggéré à l'OTAN de prendre la responsabilité d'ouvrir les sociétés, finalement de les détruire, hein, parce qu'une société ouverte, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas survivre. La culture va être détruite et ça nous amène justement au clash des civilisations. La société ouverte nous amène à ça. Et donc, ça a toujours été l'objectif. Et donc, mais là, Trump qui le pointe du doigt, il est impliqué dans le renversement de gouvernement, de révolution colorée. Aux États-Unis, il a participé, c'est les courriels dans l'annexe Durham, le rapport Durham, les courriels de l'annexe Durham montrent que la Fondation George Soros est impliquée dans le coup d'État contre Trump, c'est-à-dire la campagne d'Hillary Clinton correspondait avec un responsable de la Open Society Foundation de George Soros, coordonné avec lui pour framer Trump, pour inculper Trump, et il est aussi impliqué dans dans toutes sortes de manifestations. C'est lui qui paye les manifestants, sa fondation. En fait, c'est ce qui est allégué. Et là, Trump dit justement, Trump menace de poursuivre George Soros, souvent la cible de la colère de l'extrême droite, parce qu'il... c'est ça, donc tout ce qui va à l'encontre de la société ouverte et ce que Trump essaie de faire. Mais c'est compliqué avec George Soros parce que j'ai déjà dit, et là les gens me trouveront bizarre, j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les webjournaux que je pensais que George Soros avait été arrêté aux alentours de peut-être décembre 2017. Et début 2018, il y avait des messages qui allaient dans ce sens-là, et puis qu'il avait été, qu'on l'avait comme, qu'on le tenait, tu vois, comme un peu comme d'autres, comme Robert Mueller, etc., parce qu'il avait fait, j'ai expliqué ça à plusieurs reprises en 2018 et 2019, etc., il avait fait des sorties publiques qui allaient exactement dans le sens de Donald Trump. Il était ouais, c'est ça, avec les caravanes de migrants et tout, parce que je ne veux pas refaire le cas George Soros ici, mais pour moi, c'est pas entièrement certain, là, mais dans la logique des personnes qui sont contre toi, que tu veux les retourner, les contrôler, les utiliser à ton avantage, plutôt que les détruire, c'est ce que j'ai expliqué dans les web-journaux précédents, eh bien, George Soros, c'est une des pièces maîtresses à retourner, comme le PDG de BlackRock, etc. Et donc, c'est ça. Donc, je dis que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je sais que les personnes qui se moquent de moi, disent « Avec Alexis, tout est contrôlé, etc. » Ouais, quand tu as un plan millimétrique mis en œuvre par des militaires, ouais, il n'y a pas grand-chose qui sont laissés au hasard. Dans une guerre de 5e génération, c'est qui que tu vises? Tu vises pas les soldats ennemis, tu vises pas... c'est qui que tu vises dans une guerre de 5e génération? C'est une guerre de perception. Donc, dans une guerre de 5e génération, dans une guerre hybride, dans une guerre de 5e génération, c'est des personnalités comme Larry Fink de BlackRock, George Soros, ce sont eux, ils sont des éléments déterminants dans la guerre de 5e génération, et tu ne veux pas les détruire, tu veux les retourner à ton avantage. Et donc, nécessairement, si des années à l'avance, avant une reconquête des institutions, tu te lances dans un plan... C'est d'abord un plan là, de reconquête des institutions, mais tu dis, lui, numéro 1, lui, numéro 2, il faut les retourner, on va l'utiliser comme ça, etc. C'est comme ça que tu fabriques ton plan. En tout cas, moi, c'est ça que je ferais. Ceux qui ne comprennent pas ça, heureusement, ne sont pas dans la game, ils ne sont pas des décideurs, puis ils n'ont pas été des concepteurs du plan. Si on se serait basé sur eux, on serait encore au 18e siècle. Mais voilà, où on serait encore prisonnier des mondialistes. C'est des gens qui sont facilement manipulables. Yuval Noah Harari disait « Les humains sont des animaux piratables. » Ces gens-là ont parti du lot. Et donc,